Bon, est-ce que d'ailleurs, avec ça, les gars, les gens vous ont déjà commencé à demander dans vos cercles d'amis, là, ceux qui regardent pas beaucoup le football, pour qui est-ce qu'on devrait prendre? C'est pense pas qu'il y ait besoin de un demander peu ça. dommage parce que moi, l'année dernière, j'étais en colocation avec une amie puis une collègue qui ne suivait absolument pas le football et qui voulait juste écouter le show de Usher, justement, parce qu'on est des milléniaux, tu sais, on s'entend. C'était Kendrick Lamar. Oh non, il y a 2 ans, c'était pas l'année passée, c'était l'autre d'avant. C'est pas grave, C'était l'autre d'avant. On voulait juste écouter, elle voulait juste écouter Usher, puis voir un peu, vu que Travis Kelce était là, c'est genre, c'est quoi le trip avec le boy à Taylor Swift. Fait que j'ai pas comme d'explication ou tu sais, de tableau blanc où ce que je peux expliquer, genre toutes les règles, tout ce qui se passe en ce moment, puis c'est quoi les narratifs autour de ça. Mais je te dirais qu'à ma job en ce moment, ceux qui suivent le football un petit peu plus, j'ai un de mes collègues d'ailleurs qui prend pour les Patriots en ce moment, qui m'a dit pas plus tard qu'il y a 3 heures avant l'enregistrement de ce podcast, qui prédit une victoire des Patriots par 4 points. Oh! Totalement biaisé, il l'accorde, mais... Félix, toi, de ton bord... Sérieusement, si quelqu'un a besoin de me poser la question de pour qui je supporte dans ce Super Bowl-là, cette personne ne me connaît pas bien. Jamais été un grand fan des Pats depuis... mais la défense des Pats, on avait parlé sur des choses cette année aussi, je les déteste moins que je pensais dans cette ère post-Tom Brady-là. Puis en tant que fan des Titans, c'est vrai que voir Mike Vrabel gagner un Super Bowl, ce serait quand même cool, même si, bon, il y a quand même le fait que ça donnerait 1 an au complet à faire en sorte que les Titans seraient la risée de la Ligue. Imagine de laisser partir Mike Vrabel quand, pour ceux qui connaissent mon avis là-dessus, Mike Vrabel est un excellent coach qui avait fait son temps à Nashville, qui avait besoin de partir. Tant mieux pour les Pats, je suis très content pour eux s'ils ont trouvé leur homme. Gros fan de Drake May aussi. Puis écoute, j'ai hâte de voir. Ce match-là m'intéresse beaucoup. Mais puis, en termes vraiment d'équipe, j'adore ce que les Seahawks ont fait avec. Je suis tellement un gros fan de cette défense-là, cette attaque-là, la résurgence de Sam Darnold, puis c'est vraiment cool. Garde cette pensée-là, mais je vais juste partir sur une tangente. Je passais sur les réseaux sociaux cette semaine, puis de voir que Mike Vrabel, c'est drôle, hein, mais tu sais, les histoires qu'on connaît déjà un petit peu de certains joueurs, de certains coachs, tout sport confondu, quand ils passent d'un petit marché, excuse-moi Félix, ou d'un marché moyen à un gros marché, comme là, c'est le cas avec celui de la Nouvelle-Angleterre, là, tu as des vidéos qui font surface comme « Ah, Mike Vrabel est tellement un joueur, un coach pour ses joueurs », puis le monde des commentaires sont comme « il a toujours été ça, là. Je ne sais pas sur quelle roche vous dormiez, mais bref. OK, donc, bon, les boys, là, c'est l'heure de prendre position. On va passer un peu aux choses sérieuses. Félix Forget, tu ne caches pas que, comme beaucoup de gens qui suivent le football, les Seahawks, ce sont tes favoris pour gagner le Super Bowl. Félix, il faut quand même mettre en contexte, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Seahawks sont les favoris et pourquoi vont-ils gagner ce Super Bowl finalement? Cette équipe-là des Seahawks, c'est extrêmement intéressante dans le sens où c'est particulier qu'on ait cette équipe-là. Déjà que Sam Darnold est mené une équipe au Super Bowl, c'est particulier. C'est surtout la vitesse avec laquelle elle s'est construite. T'sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on se demandait comment les Seahawks allaient possiblement récupérer la perte de Russell Wilson. On a eu des belles années avec Geno Smith, puis là, on se demandait comment on allait survivre après ça quand Geno Smith partait. On change pour Sam Darnold, puis on laisse partir DK Metcalf, Tyler Lockett. Puis c'est vrai que c'était énormément de grosses décisions pour revamper un noyau qui n'avait jamais gagné. En fait, il avait gagné le 2013, je crois, le match contre les Broncos. Mais tu sais, elle n'avait pas gagné depuis ce temps-là. Elle avait perdu au Super Bowl l'année suivante contre les Patriots, justement, et n'a jamais gagné par la suite. Fait que tu sais, c'était des gros bouleversements. Et il faut donner tellement de crédit à John Schneider pour ce retournement de situation-là parce qu'on a réussi à créer en pas beaucoup de temps un noyau extrêmement compétitif. L'embauche de Mike McDonald comme entraîneur-chef a été un coup de circuit. Puis, tu sais, tu regardes les derniers achats de première ronde de cette équipe-là, qui est Charles Cross, le plaqueur à gauche, qui est un partant de très grande qualité pour cette équipe-là. Devin Witherspoon, qui est un demi-de-coin qui a été nommé All-Pro cette année, un des meilleurs demi-de-coins de la Ligue. Il y a un autre joueur dont on va parler un petit peu plus tard parce que ce gars-là a été extrêmement crucial aux dernières années. Tous ces gars-là sont des gars extrêmement importants. Byron Murphy aussi sur la ligne défensive et Gray Zabel, qui est une recrue cette année, qui contribue au poste de garde à gauche. Puis, tu sais, on a
pesé vraiment sur les bons boutons. Sam Darnold, c'est un pari extrêmement risqué avec la manière dont ça s'était fini au Minnesota l'an dernier. Laissé partir de Geno Smith qui rendait des fiers services. Puis Sam Darnold a été tout aussi bon, sinon meilleur que Geno Smith. Kenneth Walker qui a émergé et tout. Puis cette défense-là qui a pris l'attitude de son coach, l'intensité de Mike McDonald. Ernest Jones, qui est un leader, puis je pense à DeMarcus Lawrence, qui est un autre gars qui me vient en tête. C'est ce gars-là dont la carrière elle a un petit peu nulle part à Dallas et qui a dit Dallas, c'est un peu la maison, mais je savais que je ne gagnerais jamais rien là-bas. Arrive à Seattle, devient un joueur clé malgré son. Tu sais, ça reste un joueur vieillissant, DeMarcus Lawrence. Donc, pour tout ça, je pense que les Seahawks, qui ont démontré cette année qui était la meilleure équipe de la NFC du monde, on a terminé avec la première tête de série, puis on a battu les 49ers et les Rams en série, deux rivaux de division qu'on avait déjà battus pendant la saison. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Et un autre facteur extrêmement déterminant pour expliquer non seulement la belle saison de Sam Darnold, mais de l'attaque des Seahawks en général, c'est Jackson Smith-Njigba, un autre choix de première ronde, celui qu'on avait pris en 2023. Le deuxième, après Devin Witherspoon, les deux, on les avait pris en première ronde de cette année-là. Quelle saison! Une des saisons de receveurs éloignés les plus dominantes qu'on ait jamais vues. En termes de verge total, il ne dépassera pas Cooper Kupp, son année de triple couronne et MVP du Super Bowl, parce que Kupp, au total, si je ne m'abuse, c'est 2513. JSN est à 1950 à peu près avec un match à jouer. Devrait avoir la deuxième au total en termes de verge. Kupp avait... Le 2513 de Kupp, quand tu regardes ça, est absolument surréel. Là. Mais bref, je reviens à JSN. Tu sais, JSN qui pourrait finir avec 2100 verges au terme de la ligue, en incluant les séries, ce qui est absolument incroyable pour un gars qui a sauté une semaine de congé. Puis qui jouait jamais au quatrième quart aussi, parce que les Seahawks sont tellement tout le temps pris la mesure de leurs adversaires. J'aime l'attitude de cette équipe-là, j'aime l'intensité, j'aime la manière dont on opère, puis j'aime comment la défense joue tellement physique. Le dernier gars dont je veux parler, Nick Emmanwori, qui est un peu ce que Mike McDonald avait avec Carl Hamilton à Baltimore, il essaie de le recréer à Seattle un peu avec lui. A des allures de Cam Chancellor sur le terrain, il peut jouer littéralement partout, il frappe tellement dur pour une recrue. Ce gars-là, pour moi, va être un facteur déterminant dans ce Super Bowl-là. Je pense que c'est un gars qui pourrait faire la différence. Je ne suis pas sûr que ça va être lui le MVP. Là. Je pense qu'il faut beaucoup plus surveiller Sam Darnold et JSN dans l'éventualité où les Seahawks gagnent, évidemment. Mais Nick Emmanwori est un gars que, pour ceux qui ne le connaissent pas, le joueur recru, ceux qui ont moins suivi les Seahawks cette année, vous allez découvrir un sacré joueur en Emmanwori pendant ce match-là. Si Terry Woolen ne fait pas trop d'erreurs, s'il ne pointe pas des pénalités stupides, je pense que les Seahawks devraient gagner ce match-là. Moi, ça me ferait rire. Tu sais, à quel point il y a des paris genre complètement absurdes, c'est absolument tout au Super Bowl. Là. Je me demande s'il y a un sportsbook à quelque part qui a pensé faire combien de snaps va jouer Tariq Woolen durant le match, over-under. Il faut toutes les jouer. C'est sûr, c'est toujours sûr qu'il y a un site à quelque part qui existe pour ces affaires-là. Dernière question, Félix. Veux-tu te mouiller sur une marque? J'y vais avec 31-17. 31-17, c'est une victoire convaincante. Là. C'est très, très, très convaincant. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Pop, de ton côté, bon, on le comprend. Okay? Là, les Patriotes sont un peu négligés. Mais tu sais, souvent, là, négligé ou pas, regarde, c'est un match à jouer. Donc, Pop, qu'est-ce qui peut arriver pour que ça fonctionne? Et tu sais quoi? On se rejase la semaine prochaine. Et les Patriotes sont les champions du Super Bowl dans l'ère post-Tom Brady. En même temps, je me dis, si tu es un fan des Patriots, juste un membre de l'état-major, tu sais, oui, ça va faire mal si les Pats perdent dimanche, mais en même temps, ta saison est déjà gagnée. Tu sais, on est tellement parti de tellement loin pour se rendre là où on en est aujourd'hui que oui, ça va être le fun, une bague puis tout ça, la douche de Gatorade, les confettis puis tout ça, mais la saison est déjà gagnée. Fait que pour moi, tu sais, j'arrive avec ce Super Bowl-là, puis c'est vraiment weird de arriver avec un Super Bowl incluant les Patriots et de voir que cette équipe-là est underdog, alors qu'on a tellement été habitué souvent que c'était pas juste les favoris, mais littéralement l'empire du mal de la NFL. C'est tellement un feeling différent et tout ça. Mais cette équipe-là a tellement l'air de l'équipe du destin, là. Tu sais,
Oui, OK, oui, on a chialé. Il y a du monde qui ont chialé toute l'année pour la cédule, etc. Puis, tu sais, on a eu des bons bounces en série. Tu sais, Justin Herbert n'avait pas sa ligne offensive. CJ Stroud, ça n'a pas été une performance convaincante. Jared Stidham remplaçait Bo Nix contre les Broncos. Et c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, contre Denver, ça avait tout pris pour gagner. Je comprends qu'il y avait des conditions météorologiques qui font là-dessus, mais les Pats, peu importe ce que tu le lances dans leur face, peu importe le bruit extérieur que tu fais, peu importe ce qu'on dit sur eux, cette équipe-là réussit à gagner. Ce qui est complètement surréel. Puis, à un moment donné, il faut leur donner du crédit. Tu sais, je comprends que oui, il y a Drake May et tout ça, mais on a tellement réussi rapidement à l'entourer quand même, sans dire de joueurs élites, mais de joueurs avec des bons potentiels et avec un Mike Vrabel qui est capable de tellement amener des joueurs sans histoire, mettons, ou du moins qui sont loin des projecteurs à un niveau supérieur. Pour moi, ce Super Bowl-là, c'est ça. Ça va être ce que Mike Vrabel peut amener contre Mike McDaniel. D'après moi, je pense que le Super Bowl va jouer sur les lignes de côté dimanche. Donc, ton entraîneur-chef que tu préfères avoir dans ce match-là, c'est Mike Vrabel. Honnêtement, ils sont tellement égaux, mais tellement de façons différentes. T'sais, Mike Vrabel, au-delà d'être un gars vraiment intelligent, d'avoir un cerveau football vraiment grandiose, c'est un gars d'émotion. On parlait tantôt, Mike Vrabel, le monde découvre, entre guillemets, que Mike Vrabel, c'est un coach des joueurs et tout ça, mais c'est ça qu'on dit depuis toujours, ce gars-là est l'incarnation même de l'émotion et de vouloir se défoncer pour un coach. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la NFL qui peut amener ça comme les Pats font présentement. Puis il faut donner du crédit un peu. Puis on pense à des fanbases un peu comme, je sais pas, les Bengals, les Cards, les Browns, qui voient un Super Bowl peut-être une fois dans leur vie. Puis tu as les Patriots qui, après 5 ans de rebuild, retournent déjà au Super Bowl. Ben, tout ça, ça part du management en haut. Si tu es un bon propriétaire, déjà avec Robert Kraft, ben, tout le reste découle sur le reste de l'organisation. Sur le terrain maintenant, je pense que juste gagner la guerre des revirements, je pense que ça va être la clé du succès pour les Patriots parce que Drake May, on aura beau chanter ses louanges depuis quelques semaines, sa protection du ballon a été déficiente, surtout depuis le début des séries. Je pense qu'on a échappé 4 fois le ballon contre les Chargers puis 3 autres fois contre les Texans. Contre les Broncos, ça a été moins pire un peu, mais la protection du ballon chez les Pats, ça va être le gros de la solution pour espérer gagner ça. Et moi, ce que je me demande, c'est étant donné que le Super Bowl est à San Francisco, donc qui est moins loin géographiquement de Seattle que de, mettons, Foxborough au Massachusetts, est-ce qu'on va avoir l'impact du 12e homme pour les Seahawks à Santa Clara dimanche? C'est peut-être l'impondérable que je recherche pour ce match-là. Est-ce que la foule va être plus du côté de Seattle ou de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl? Je pense qu'elle va être du côté du portefeuille, Pop. Ah, mais ça c'est clair. Mais je veux juste vous poser une dernière question avant de finir mon point là-dessus. Pour vous, là, si on veut mettre fin vraiment aux allégations de fraude du côté de la Nouvelle-Angleterre, il faudrait que les Pats gagnent par combien pour que vous vous dites, hey, cette équipe-là était legit depuis le début, puis on les a juste sous-estimés. Ça se joue une possession. Puis possiblement, je tends plus vers 3 points que d'un touché. OK. 3 points, c'est le fait, toi. Toi, après 3 points, tu te dis on bat les Seahawks, that's it. OK. Pour moi, tu disais la marque finale. Je sais pas, man. Deux possessions? Ouais, si, mettons, les Pats gagnent par 2 possessions, là, je vais être comme, OK.
Et voilà. Je vais admettre ma défaite et non, dire Pop, que cette t'es là, tu les défends. T'es non, un mais, gars des Patriotes. mais je pense qu'à partir de 2 touchés, là, à partir de 10 points, là, je pense qu'il va falloir que juste donner les fleurs à ce club-là, puis juste arrêter avec les horaires, puis tout ça, la cédule, voilà. tout ça. Mais voilà. Si tu me demandes, moi, mon score, ma prédiction pour le match de dimanche, je ne sais pas pourquoi, j'ai le feeling d'un match défensif, un genre de 17-13. Un 17-13 Seattle. Alors, Pop, tu défends les Pats. Hey, j'ai défends, mais ça ne veut pas dire que je les défends, que je peux pas prédire que Seattle va gagner, là. Ah, voyons donc. Hey, drôle de nouvelle d'ailleurs. Là. Bon, ce sont les prédictions de la triple menace du Super Bowl. Mais c'est quoi la drôle de nouvelle qui en sort? Parce que bon, on sait c'est aussi la saison des entraîneurs-chefs qui s'en vient. Ou du moins qui passe ce bon festival des nouveaux entraîneurs-chefs qui se font engager. D'ailleurs, du côté de Seattle, Clint Kubiak, qui est le coordonnateur à l'attaque, quelqu'un qui d'ailleurs s'est promené un petit peu là, entre différents jobs des années passées. Qui devrait, là, qui sera en fait le prochain entraîneur-chef des Raiders, bien qu'il travaille toujours avec les Seahawks, mais bien mérité. Félix a vanté les mérites de cette attaque à Seattle, pouvoir encore une fois là, permettre à Darnold de s'épanouir dans ce jeu offensif-là. On a parlé bien sûr des Jackson Smith et Njigba de ce monde qui fonctionne vraiment avec l'une des grandes saisons qu'on connaît. OK. Dernier entraîneur-chef, les boys, qui fait la liste, c'est Mike Lafleur qui devient maintenant le nouvel homme avec les Cardinals de l'Arizona. Puis là, c'est ce qui fait capoter un peu parce que Félix, clairement, t'en as des choses à dire. Là. Mais donc, Mike Lafleur, qui d'ailleurs n'a pas besoin de chercher très loin pour la relation de sang. Effectivement, il est dans la même famille que l'autre. Mais ce qui saute un peu plus aux yeux, c'est l'autre famille, ce qui veut dire la famille McVay. Et là, je ne parle pas de la famille de sang, mais l'arbre. On aime bien toujours faire les arbres là, des différents coachs, de leurs protégés qui vont se chercher des postes comme entraîneur-chef. Sean McVay, depuis qu'il est à la barre des Rams, donc en 2017, a eu au total 9 coordonnateurs. 5 à l'attaque, 4 à la défensive. On va vous les nommer. Matt Lafleur, Kevin O'Connell, Liam Cohen, Mike Lafleur, Mike et Matt, Wade Phillips, Brandon Staley et Raheem Morris. Messieurs, qu'est-ce que 7 de ces 9 hommes-là ont en commun? Beaucoup de monde qui ont été coach par la suite. Hein? Si je me trompe pas, je regarde vite de même. Là, il y en a encore beaucoup qui le sont actuellement. Exactement. Donc, ces 7 noms ont tous occupé ou occupent un poste d'entraîneur-chef passant depuis qu'ils ont travaillé sous Mike McVay. Et quand même, un nom aussi qui est là-dedans qui attire... Pardon? T'as dit Mike McVay. Mike McVay, excusez-moi, Sean McVay. Hein? C'est parce que je lis, tu sais, j'ai une liste de noms devant moi, donc je lis. Hein? Puis bref, excusez Mike Lafleur. Hein? Mais puis en plus, un nom qui attire bien des yeux là-dedans aussi, là, qui n'est pas encore entraîneur-chef, c'est Chris Shula qui aurait pu avoir son opportunité là, durant la saison morte. Mais effectivement, donc les gars, on a officiellement un nouvel arbre, grand arbre d'entraîneur-chef du camp McVay. Oui. Félix, tu suis beaucoup cette équipe-là quand même, puisque bon, tu aimes beaucoup ce qui se passe, avec raison aussi. C'est une grande équipe qui est toujours parmi les favoris depuis que McVay est en place. Comment tu vois ça, cette situation-là? Il y a un phénomène dans la NFL depuis plusieurs années où est-ce que les équipes veulent avoir leur Sean McVay. Puis on veut comprendre comment ça a autant bien marché cette embauche-là. Puis c'est pas pour rien, d'ailleurs, petite stat que j'ai vue cette semaine. Quand tu regardes purement... si vous voulez comprendre pourquoi les équipes cherchent des coordonnateurs offensifs pour les nommer entraîneurs-chefs, dans la NFL, en ce moment, là, le coordonnateur offensif qui appelle les jeux, okay? C'est ça la nuance, le coordonnateur offensif qui appelle les jeux, qui est en poste depuis le plus longtemps dans son poste actuel, c'est Josh McDaniels avec les Patriots qui a été embauché il y a 1 an et 10 jours. Tous les autres coordonnateurs offensifs qui appellent des jeux depuis ce temps-là
ont tous soit perdu leur job ou se sont fait offrir une job d'entraîneur-chef ailleurs. Fait que, tu sais, c'est dans l'optique où tu veux une continuité au niveau de l'attaque, disons un carrière que tu veux conserver un certain niveau, c'est sûr qu'il y a tout le temps un énorme avantage à aller chercher un entraîneur qui appelle les jeux, surtout pour un entraîneur offensif. Parce que sinon, tu vas te le faire voler. Dès que tu es en train de développer quelque chose, le gars va se faire offrir une job de coach en chef et il va partir. Fait que c'est ça qui est assez intéressant. Puis c'est pour ça que, disons, si tu regardes le cas des Eagles avec Nick Sirianni qui n'appelle pas les jeux, ça fait des années que Jalen Hurts n'a aucune stabilité au poste de coordinateur offensif. Puis on l'a vu cette année, ça a fini par complètement imploser. Fait que, à un certain moment, tu comprends dans cette nouvelle NFL-là que tu n'as pas vraiment le choix. Si tu veux de la stabilité offensive, tu n'as pas le choix d'aller chercher un coordinateur offensif et le mettre comme entraîneur-chef. Mike Lafleur est un cas particulier parce que lui n'appelait pas les jeux. C'est Sean McVay qui appelle les jeux du côté des Rams. Son nom de famille l'a clairement aidé. Puis, tu sais, ça reste un gars qui a quand même un certain passé. Mike Lafleur, avant de revenir avec les Rams, était coordinateur offensif des Jets il y a quelques années, sous Robert Saleh d'ailleurs. Et ça n'a pas super bien fini. C'est ramassé avec les Rams, puis l'unité était extrêmement bonne, mais à quel point c'était c'est le résultat de son travail, plus que de Sean McVay, qui ont été extrêmement impliqués au sein de cette attaque-là. Moi, cette embauche-là en Arizona, on sait que c'était probablement le poste le moins enviable de toute la NFL. On sait que le propriétaire n'a pas une excellente réputation. Tu es un peu pogné avec Kyler Murray. Tu n'as aucune solution au poste de carrière. Puis ta formation en tant que telle manque cruellement de talent. C'est pas pour rien que ça a été la dernière à vraiment trouver son homme de confiance. Fait que je m'explique mal qu'est-ce qu'on a vraiment vu en lui, mais on a peut-être pris le seul gars qui avait un potentiel de... Tu sais, c'était lui ou Ray Morris, les deux noms qui ont circulé, fait qu'on s'est dit, bon, on va essayer de prendre un petit quelque chose de plus hot, là. Essayer d'avoir une jeune pousse puis voir si on peut en faire quelque chose, mais je suis pas un énorme fan de cette embauche-là, et ça va permettre aux Rams de donner une promotion. Je me doute que ce sera le cas, là. On a le coordinateur du jeu aérien, Nate Shilhassi, peut-être que je prononce mal le nom, mais vous avez probablement vu le nom passer comme un candidat au poste d'entraîneur-chef pour certaines équipes, les Steelers notamment, qui l'avaient en très haute estime. Mais bref, Shilhassi, qui est le coordinateur du jeu aérien, va probablement seulement être promu comme coordinateur offensif jusqu'à temps que McVay se le fasse encore une fois voler l'an prochain. Un autre coordinateur offensif. Si je vais ajouter je voulais juste avoir un point, puis moi, ça. Parce que quand on établit ce que Sean McVay fait, moi, ça me fait automatiquement passer à le fameux arbre des coordonnateurs défensifs de Bill Belichick, qui ont tous essayé de devenir entraîneur-chef dans la NFL, puis ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, il va falloir faire l'exercice de qui va gagner sur qui, les coordonnateurs offensifs sur Sean McVay ou les coordonnateurs défensifs sur Bill Belichick. On pourrait quasiment faire genre les Avengers contre Thanos, là. Ah, c'est bon ça. Mais c'est l'éternel débat. Puis comme Félix dit, ben écoute, on se tente, pitch quelque chose au mur, puis à un moment donné, quelque chose va coller, tu vas avoir ta prochaine pépite que tu vas trouver. Puis c'est drôle, mais cette pépite-là, souvent, tu sais quoi, c'est des trucs qui s'apprennent pas. Autant que McVay, oui, il est passé sous Mike Shanahan, lui-même a fondé son propre arbre généalogique là, des entraîneurs-chefs. All right. Donc, mesdames et messieurs, on se rejase la semaine prochaine de tout ce beau tralala là, qui est du football et du Super Bowl.